Romain, Thierry, c'est OK pour moi, donc comme vous voulez. J'aime bien parce que personne ne la voit, c'est toujours bien d'avoir ces réactions quand personne ne la voit. Quand je veux. Salut Thierry, bienvenue. Bonjour Romain. Bonjour à toutes et tous. Alors Thierry, avant toute chose, tu es là en tant qu'auteur, mais tu es également conférencier et tu interviens à l'APM depuis presque 10 ans et tu as atteint la barre des 100 rencontres. C'est bien de le préciser, parce que c'est un nombre assez impressionnant. Alors, je vais te laisser compléter ta présentation, parce que c'est toujours mieux quand c'est vous qui vous présentez. Et puis ensuite, on viendra parler de cet ouvrage, Cessez de vous oublier, qui est ton 3e ouvrage, qui découle de Ne trichez plus, et un 2e, L'assujetti ou l'oubli de soi. Donc, c'est dans la continuité. Édité chez Mardaga, je reprécise, qui est quand même un adhérent belge de chez nous, donc c'est bien de lui faire un petit clin d'œil. On a reçu Victoria, on va recevoir d'autres experts de son catalogue. Donc avant de rentrer dans le détail, Thierry, je te laisse compléter ta présentation. Alors, à l'aube de mes 60 ans, je dirais que j'ai eu un parcours un peu particulier puisque j'ai été dirigeant d'entreprise pendant 17 ans. Et à cette époque, flambant de toute ma jeunesse et de toute ma fougue, eh bien, mon exigence, mon souci de la réussite m'a mené vers un dépassement de moi qui a donné de bons résultats, mais qui en même temps, je n'ai pas pris soin de mon corps, je n'ai pas pris soin de moi, je ne me suis pas suffisamment respecté. Et est arrivé un jour où un accident de santé m'a cloué au lit, m'a emmené d'hôpitaux en hôpitaux, m'a obligé à une opération où j'ai dû réapprendre à marcher. Enfin, c'était un peu compliqué. Et puis de là a permis l'ouverture vers une autre vie où j'ai pu me poser cette question, mais pourquoi j'en suis arrivé là et qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pu de là repositionner un certain nombre de choses et partir vers une vie qui est davantage dans le contact avec les autres, dans l'aide aux autres, qui a été donc un travail thérapeutique, et puis dans la continuité d'auteur et puis aussi de conférencier. Parfait. Alors, tu l'as bien dit, qualité d'auteur. Thierry, cessez de vous oublier. Respectez-vous pour mieux respecter les autres. Peux-tu nous présenter l'intention de ce livre, ta démarche et pourquoi tu as publié? Avec toutes ces années d'accompagnement thérapeutique et avec ma propre histoire personnelle, je me suis aperçu que la thématique de l'oubli de soi était quelque chose de très fréquent. Et parfois, les personnes arrivaient, venaient me voir ou viennent me voir ou demandent un accompagnement sans être conscient que derrière des pathologies, derrière des symptômes, se dresse cette problématique de l'oubli de soi. Je dirais que peut-être 70% des personnes que j'ai pu accompagner et des milliers de personnes, eh bien, 70%, c'est énorme, sont touchés par cette problématique de l'oubli de soi. Donc, c'est vrai que j'en ai fait mon expertise et que petit à petit, à travers les différents ouvrages, eh bien, j'ai creusé et je crois connaître un peu cette thématique. Et donc là, je présente dans ce livre les 4 A. C'est quelque chose d'important, les 4 A qui vont nous permettre justement d'être dans le respect de soi. Le premier A, c'est l'autonomie, c'est cette capacité à s'autonomiser des autres, cette capacité à pouvoir dire non, cette capacité à pouvoir dire stop, à pouvoir dire pas d'accord, sans craindre le jugement des autres, sans être dans une attente permanente de ce que les autres peuvent attendre de nous. Ça, c'est le premier A. Le deuxième A, c'est l'action. C'est cette capacité à se mettre en mouvement, à prendre des directions, à donner un sens à son existence et un sens qui a du sens. Ensuite, l'authenticité, eh bien, c'est un alignement entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce que je présente à l'extérieur. Et on parlera probablement tout à l'heure un peu de l'épuisement professionnel où c'est souvent une distorsion entre ce que je vis dedans et ce que je présente encore à l'extérieur. Et enfin, l'attention, parce que c'est quelque chose d'important. Nous ne sommes pas des Robinson sur une île et que nous avons besoin des autres. Nous sommes inévitablement en lien avec les autres et que ce lien, eh bien, doit être nourri par notre attention. Une attention aux autres, une attention au monde qui nous entoure, à la beauté de ce monde qui est là autour de nous, que parfois nous ne voyons pas tellement pris dans nos urgences, dans nos précipitations, que nous ne voyons rien autour de nous. Donc voilà, les 4 A, autonomie,
action, authenticité et attention. Oui, pour préciser justement, donc le livre est découpé en 4 parties, ces 4 parties-là, où tu alternes des citations, des exemples, des outils que tu partages, des Oui. conseils. Donc ça, voilà, ça se lit, c'est une boîte à outils. C'est ça. C'est C'est ça. un- Il est un petit peu c'est un ouvrage de maturité, on va dire, d'un certain nombre d'années d'accompagnement, d'écriture, d'observation, d'essayage aussi, d'outils, etc., pour arriver à un condensé, je pense, me semble-t-il, assez intéressant. Alors, on va revenir sur toi un petit peu et la présentation que tu nous as faite en amont. Donc, on a compris que tu as traversé une période complexe Oui. qui t'a amené à se poser ces différentes questions. Est-ce que pendant cette période où tu t'es un petit peu oublié, tu avais quand même quelques-unes de ces qualités de A? Oui, j'avais l'action, ça c'est une certitude. Ouais. L'action, mais parfois, et justement c'est là la difficulté, c'est qu'on confusionne l'action et l'agitation. Parfois gouverné par notre ego, par ce que j'appelle un peu notre partie névrosée, hein, cette partie de nous qui cherche l'amour et la reconnaissance des autres, qui nous met parfois du coup en déséquilibre et en excès d'extériorité pour les autres. Ce besoin de reconnaissance nous emmène dans des actions qui ne sont parfois pas utiles, mais qui sont juste une manière d'avoir l'amour et la reconnaissance des autres, justement parce qu'on ne va pas savoir dire non et dire stop. Donc l'action, je l'avais, mais je l'avais peut-être en excessivité et que du coup, cette action n'était pas toujours fondée. Elle était parfois de la précipitation, elle était parfois de l'agitation, elle était parfois du combat. Ce combat, un jour, à force d'être à se croire OK, on finit par devenir chaos. Hein, on inverse les deux lettres. Donc, on comprend bien parce que c'est ce que je te disais hier quand on préparait ce temps. Tu es directement et indirectement associé à la résilience. Oui. Le fait d'être capable de rebondir après des épreuves complexes, en tirer une force qui nous permet de nous réinventer, de nous projeter de nouveau. Moi, ce que je lis sur découvrir la méthode des 4 A, est-ce que finalement, je suis obligé de me retrouver un petit peu au pied du mur ou de traverser une période extrêmement trouble psychologiquement ou même physique pour me poser ces questions et me repenser? Non, il est évident que, et c'est pour ça d'ailleurs que j'œuvre sur ce terrain comment dirais-je, de la transmission, parce que plus on va transmettre tôt, et moins on évitera le chaos. Il est évident que quand le chaos est là, on n'a pas d'autre solution que de tenter de trouver des solutions. Mais cette approche que je propose, la notion du respect de soi, doit pouvoir s'apprendre avant, en deçà du chaos. Elle devrait s'apprendre d'ailleurs dès l'école. Je veux dire, quand on prend l'âge de raison qui est autour des 7 ans, l'âge de raison, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la récompense, du bien, du mal, de la bonne note, de la mauvaise note, du bien, du mal. Et à partir de là, on prend le risque de s'oublier pour répondre à un formatage, répondre à une attente. Et donc, c'est peut-être à cette époque-là, à cet âge-là, qu'on devrait déjà intégrer la notion du respect de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une notion qui est à la fois précise et extrêmement floue. Il ne s'agit pas de parler d'égoïsme, de narcissisme, de nombrilisme, d'égocentrisme. C'est pas du tout ça. Mais c'est apprendre à pouvoir écouter cette petite voix à l'intérieur pour essayer d'être le plus juste, le plus aligné entre ce que je dis et ce que je fais. Alors, tu parlais justement de cette notion d'égoïsme, de nombrilisme qu'on pourrait associer à un moment à cette écoute de soi. Est-ce que tu peux nous parler de l'équilibre? Comment on peut trouver cet équilibre pour donc repenser à soi, se redécouvrir, se réécouter, tout en étant attentif aux autres? Parce que j'imagine que ça doit être un long travail, difficile de trouver un équilibre. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes, quelques outils pour essayer de gérer les deux? Il est vrai qu'il est difficile, ce chemin-là, parce que c'est probablement à travers des déséquilibres qu'on va trouver l'équilibre. Hein. Je veux dire, c'est un tâtonnement, on est un peu comme sur un fil. Et je pense que comprendre ça, c'est aussi comprendre que nous sommes des êtres fragiles et que la fragilité fait totalement partie de notre existence. Or, ce que j'ai vu dans ma première vie et ce que je vois chez beaucoup de dirigeants, c'est le refus de la fragilité.
d'être en lutte permanente. Et je pense que le premier pas vers l'équilibre, c'est l'acceptation d'être fragile. C'est l'acceptation à un certain moment de devoir s'asseoir parce que je suis fatigué, de devoir prendre du recul, de la distance. C'est ce que j'appelle osciller entre la posture du bâtisseur, qu'un dirigeant d'entreprise connaît bien, hein, c'est cette capacité à construire, mais aussi celle du berger, celui qui va s'asseoir sur le sommet de la colline, qui va voir la ville s'agiter en bas, mais qui n'est pas concerné. Et ça, c'est pouvoir accepter qu'à certains moments, on peut être out, on peut être fragile, on peut ne pas être concerné, on peut ne pas savoir. Et c'est tout ça qu'il faut intégrer et accepter, parce que c'est pas facile d'accepter d'être fragile. Mais enfin, c'est bien que tu dises c'est difficile d'accepter, mais finalement, la fragilité peut être une force à moyen terme. Oui, on a tendance à penser dans nos croyances sociétales d'assimiler la fragilité à une faiblesse. Or, à partir du moment où on peut l'accepter et non pas se résigner, c'est pas la même chose. Accepter, résigner, c'est pas la même chose. Eh bien, on peut en faire une force, une richesse et non pas une faiblesse. Effectivement. Alors, tu m'as offert une transition parfaite sur le dirigeant, qui est notre public. Penses-tu que la période soit un petit peu plus propice à ce que le dirigeant soit plus à son écoute et à l'écoute de son terrain, ou au contraire, au vu de la situation, il va devoir mettre un petit peu ça de côté un temps parce qu'il faut repartir, resolidifier, recréer de nouvelles bases. Est-ce que tu penses que le contexte est favorable ou défavorable à ça? Alors, c'est effectivement une question qui m'est assez souvent posée. C'est vrai qu'il y a des contraintes et que vivre au milieu des autres, être en lien avec les autres, ne nous permet pas d'échapper à un minimum de contraintes. Vivre dans un monde de plaisir est une utopie, c'est illusoire, ça n'existe pas. Le bonheur permanent n'existe pas. Et que être heureux, c'est aussi accepter à certains moments d'être triste. Hein. Il y a un joli proverbe chinois qui dit « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de nicher dans mes cheveux. » Tout ça pour dire que la tristesse, la fragilité, la contrainte fait partie de notre existence. Pour autant, je pense que si il y a peut-être un coup de collier à donner dans des moments économiquement difficiles, n'oublions pas que l'argent est important, mais les ressources humaines le sont tout autant, et si ce n'est bien plus que ça, et que c'est probablement le moment où on a le plus à être connecté à l'humain. Parce que l'être humain aujourd'hui traverse une faille de fragilité dans le sens où le monde bouge, le monde change et que nous sommes dans une instabilité avec tout ça et que je crois que nous devons être veilleurs de tout cela. Et le dirigeant, plus que n'importe qui, il est un guide, il est un montreur de chemin. Il n'est pas un père pour des salariés, bien évidemment, mais il est un guide. Il montre quelque chose, il montre une route, il montre un chemin. Et plus il sera aligné, plus il sera le plus authentique, le plus impeccable possible dans sa posture, mieux ça sera. Alors, c'est bien de te recevoir aujourd'hui parce qu'on commence à pouvoir faire des liens entre les différents intervenants qui sont dans la librairie. On était avec Yannick Roudot récemment qui nous parlait d'un retour à la frugalité, d'un retour au sens. Oui. Hier, on en a parlé aussi ensemble, on a parlé de ce sens. J'entends que finalement, là, je parle en mon nom, ça va être une période qui semble peut-être être défavorable sur le papier, en termes économiques, par exemple, où on se dit qu'il va falloir être efficient, opérationnel, quitte à mettre un petit peu de côté l'humain pour rebâtir. On l'entend, les dirigeants le savent mieux que personne, j'imagine. Mais en même temps, Yannick nous expliquait, et je pense que tu partageras cette idée-là, c'est que finalement, on se rend compte que les gens cherchent beaucoup plus de sens aujourd'hui, quoi qu'il arrive, peu importe la période. Même aussi anxiogène soit-elle, aussi complexe, les gens ont besoin de sens. Penses-tu que finalement, cette quête de sens individuelle, collective, sociétale même, qui rejaillit, va être un terrain favorable à cette expression de retour à soi? Alors, le sens, c'est probablement une notion extrêmement importante, qu'on a oubliée d'ailleurs pendant des décennies. Il y a l'être que nous sommes au milieu, et puis en satellite tout autour, il y a des rôles que nous occupons. Un rôle professionnel, un rôle amoureux, un rôle familial, un rôle social. Et qu'on a eu une tendance à penser que notre existence devait graviter autour des rôles, au point d'en oublier l'être. Dans mon discours, j'essaie de
de ramener les gens à être davantage ce qu'ils sont, sans pour autant rentrer dans un nombrilisme et d'oublier les rôles qu'ils exercent. Et la difficulté et toute la richesse, elle est là. Comment je peux trouver cet équilibre entre les rôles que j'occupe et l'être que je suis. Et c'est cette adaptation permanente qui va être enrichissante. Le sens, pour moi, une vie a du sens à partir du moment où l'être est profondément respecté, mais en même temps qu'il est connecté aux autres, aux différents rôles que nous exerçons. Si je passe ma vie à me faire plaisir, à jouer au tennis, au golf ou je ne sais trop quoi, mais qu'à côté de ça, je m'ennuie dans mon couple, je ne suis pas à ma place dans mon entreprise, je n'ai pas de lien avec mes enfants, j'ai peu d'amis, eh bien, il y a quelque chose dans l'équilibre qui n'est pas respecté. Donc, le sens n'est pas un sens uniquement personnel, mais c'est un sens à la fois personnel, mais aussi dans des rôles que nous occupons au milieu des autres. Parfait. Je me réinterroge sur ces 4 A. Oui. Je connais déjà ta réponse, je pense. Mais est-ce qu'il y en a un qui doit être priorisé? L'autonomie. De cultiver l'autonomie. Oui, parce qu'en fait, nous sommes construits tous sur des bases où nous avons 2 besoins fondamentaux, c'est être aimé et être reconnu. Et que nos histoires éducatives font que une éducation parfaite n'existant pas, nous avons plus ou moins des fragilités dans ce besoin d'amour et de reconnaissance, quelle que soit notre histoire d'enfant. Et que donc, cette quête d'amour et de reconnaissance peut parfois nous perdre dans une non-autonomisation, c'est-à-dire qu'on va chercher à fusionner aux autres, fusionner, à coller aux autres pour répondre à leurs attentes, pour être aimé, pour être reconnu, par peur et par culpabilité. Et donc, s'autonomiser, c'est accepter ce que j'appelle les 2D, accepter de déplaire et accepter de décevoir. Et je pense qu'une grande partie du chemin est là. C'est marrant que tu dis ça. Je fais une petite aparté. Hier, je regardais une émission sur la 5 où on avait Aldo Naouri qui intervenait. Et il expliquait qu'il fallait alors, il est un petit peu accusé d'être réactionnaire parce qu'il parlait de remettre la place du père au sein de la famille. Mais il expliquait que justement, c'était pas un système patriarcal où il fallait remettre l'homme à une place importante, mais c'était plutôt de dire l'enfant, quand il est sans arrêt avec sa mère, à un moment, ça lui coupe aussi les ailes et il ne dépend que du regard de sa mère, il le recherche dans toutes ses activités plus tard, dans toutes ses relations, et que quand il peut être déçu, quand il a le sentiment d'avoir déçu quelqu'un ou quoi, ça peut complètement le plomber. Donc c'est drôle que tu dises ça. À ce sujet, pour rebondir sur ce que tu dis, je reprends souvent la métaphore du petit vélo. Tu sais, quand un enfant commence à monter sur un vélo, on lui met les 2 petites roues stabilisatrices derrière, et il arrive un moment, quand il est prêt, eh bien, papa va dire « je t'enlève les roues et vas-y ». Et il fait ce mouvement de la main. Mais quand il dit vas-y, il le balance pas contre un mur, c'est-à-dire qu'il lui dit vas-y et en même temps, dans son éducation rassurante, l'enfant sait qu'il y a la main du papa si jamais il y a un problème. Et c'est pas maman qui va enlever les 2 petits trous parce que maman, elle a peur qu'il se fasse mal, qu'il s'égratine, etc. C'est une image, c'est une métaphore, bien évidemment, qu'il faut prendre avec un peu de hauteur, mais c'est un peu ça. Et il arrive un moment où il faut défusionner, il faut s'autonomiser, il faut partir, il faut, oui, c'est ça, prendre le large. Et la fusion est quelque chose d'extrêmement nauséabond. La fusion, c'est une perfusion source de confusion, souvent. Et pour avoir traîné un peu dans les hôpitaux pendant quelques années pour guérir cet accident de santé, eh bien, je me suis souvent retrouvé à tenir, tu sais, le piquet à roulette avec la perfusion au bout. Et on ne se sent pas libre dans ces moments-là. On n'est pas autonome. On dépend de quelque chose. On est attaché à quelque chose. Voilà. Et souvent, j'ai utilisé cette métaphore. Voilà, diffusion, autonomisation. C'est bien de recevoir des experts comme toi et comme d'autres précédemment, parce qu'on fait énormément de liens. Tu vois, ce côté de diffusion dont tu parles, on peut aussi penser à Adrien Duvillard et son rapport à l'échec qui est important. Il faut aussi être capable de cultiver l'échec, de désapprendre, comme dit Maximilien, que nous allons recevoir prochainement, ou les moments de, voilà, le vide fécond. Profiter aussi, être capable de ne pas être toujours dans l'action. Et je crois que c'est des bulles très finalement rassurantes pour les dirigeants. Donc merci en tout cas de leur amener tout ça. J'ai une dernière question, Thierry, pour toi, avant de basculer sur un temps plus librairie.
Tu expliquais que ce serait intéressant justement d'enseigner ce rapport à soi dès l'école, dès l'enfance. On se rend compte que ce n'est pas fait. Donc, les dirigeants d'aujourd'hui et les dirigeants de demain n'ont pas eu cette éducation-là. À quel moment peuvent-ils quand même cultiver ces nouveaux outils, cette méthode des 4 A par exemple? Comment et quand peuvent-ils se le permettre aujourd'hui? Eh ben, c'est un travail de connaissance de soi et donc de prise de recul. À certains moments, arrêtez. Hein. Je dis souvent, coup de rein à certains moments, coup de frein à d'autres. Bâtisseur, berger. Nous allons tous, à un moment ou à un autre, faire une mammographie, une coloscopie, pour voir si tout va bien, si le cancer est pas passé par là, si notre corps est en bonne santé. Eh bien, quelque part, la connaissance de soi, c'est un peu ça. C'est faire un petit examen qui peut être, je dirais, régulier en se posant la question, mais ce que je dis, ce que je fais, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est moi qui parle? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai pris telle décision? Pourquoi j'ai eu telle émotion? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et ça va nous permettre d'éviter d'être comme un robot, comme quelque chose qui est projeté en permanence à toute allure. C'est à certains moments reprendre possession de son rythme, de son corps et de son cœur, de son mental, enfin tenter de s'aligner pour s'assurer que ce que je dis, ce que je fais est vraiment ce que je veux dire et ce que je veux faire. En fait, c'est éviter la tricherie monumentale de parfois être un personnage égotique, névrosé, mais qui n'est pas en harmonie avec ce qu'il est profondément. Ça me semble être une belle phrase de conclusion sur ce temps. Et je précise aussi que les rencontres APM servent aussi à ça, prendre un petit peu de recul. C'est des moments de berger. Exactement. Donc, c'est bien tous ces moments de rencontre, de partage, en espérant que ça continuera à être très utile à nos dirigeants. Alors, sujet du livre clos pour ce moment, mais je vous invite vraiment à le consulter, à le feuilleter, à le lire pour préparer ta venue, compléter ta venue, lire tes autres ouvrages. C'est un ensemble. Thierry Gobert, c'est vraiment tout ça, donc n'hésitez pas. Là, on va te découvrir sous une autre facette, c'est le temps habituel qu'on a en clôture. Est-ce que tu as quelques livres qui sont ta bibliothèque idéale pour toi, qui t'ont accompagné toute ta vie? Et pourquoi pas, quelques titres aussi à nous partager sur ce sujet que tu nous portes dans ton livre et qui pourraient compléter les lectures de nos adhérents. Alors, j'ai des livres qui sont dans cette thématique de la quête de sens, dans cette possibilité de rompre quelque chose à certains moments. Un livre que j'aime beaucoup, de Claire Marin, si tu veux, je peux le montrer. Ouais, Rupture. Qui s'appelle Rupture. Comment les ruptures nous transforment. C'est un petit livre qui est extrêmement bien écrit et que je trouve intéressant. Un autre livre que j'adore aussi, de Anne Dufourmentel, Éloge du risque. C'est justement un apprentissage de la capacité à accepter d'être fragile et donc de prendre des risques sans comment dirais-je, sans se mettre en danger. Voilà, il y a une nuance, il y a une distinction entre les deux. J'aime aussi beaucoup un livre de Michel Lacroix qui s'appelle Philosophie de la réalisation personnelle, se construire dans la liberté, qui est assez intéressant dans sa manière d'aborder le développement personnel. Il sort un peu des sentiers battus, je trouve ça intéressant. Et puis, bien sûr, un livre que je pense pas mal de gens connaissent, Découvrir un sens à sa vie, du docteur Viktor Frankl, auteur de la logothérapie. Voilà, ça, c'est des livres qui sont en lien avec mathématiques, qui vont parler de cet éloge du dépassement de soi, mais en même temps, cette capacité à donner du sens en pouvant rompre quelque chose qui n'est pas correctement à sa place. Voilà. Ça serait des livres qui pourraient se lire dans la lignée du mien. Alors, je vais me permettre, Thierry, c'est ton moment, mais je vais être obligé de faire un petit lien parce qu'on a une nouvelle experte qui est rentrée dans le réseau, Flora Bernard, et qui justement fait une rencontre sur la logothérapie et le sens. Donc, elle fait deux exercices de sens que j'imagine tu dois connaître, le pic de la montagne, peut-être que ça te dit quelque chose, et un exercice sur les 9 moments de sa vie, et elle prend une des parties où elle demande aux adhérents d'écrire. Donc voilà, vous faites des liens sans que nous y soyons pour quelque chose, et c'est vraiment très bien. Alors Thierry, merci beaucoup. Merci à toi, Romain. J'annonce la prochaine librairie qui est dans la lignée un petit peu de ce que tu fais sur un sujet un peu différent. Maximilien Brabec sera avec nous la semaine prochaine et il nous parlera
de désapprendre. Donc, finalement, ça recoupe aussi avec ce que tu dis. Aujourd'hui, c'était le temps de Thierry, mais Thierry nous a permis de parler aussi d'autres intervenants et c'est ça la richesse de l'APM et je tiens à le souligner, mais c'était bien la librairie de Thierry. Merci. Et puis peut-être juste pour terminer, dis-moi. Allez jeter un œil sur des livres de Boris Cyrulnik, bien évidemment, dont Les nourritures affectives est un bouquin absolument extraordinaire sur la compréhension de d'où nous venons. Et je pense que si on veut savoir où vraiment on va et donner du sens, il faut savoir d'où on vient aussi. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Eh ben, c'est pas Sandra Valéry qui te contredira sur Boris Cyrulnik. Donc, on fait aussi un clin d'œil à Sandra, à Aurélie à la réalisation, à Florence à l'enregistrement. J'en profite aujourd'hui, il fait beau. Profitons-en. Salut tout le monde. Merci beaucoup Thierry. C'était très agréable. À bientôt. Bye bye. Merci.